Bonjour. Vous vous êtes rendu compte qu'on prétextait les changements climatiques pour toutes sortes de taxes, prélèvements, taxes carbone, taxes sur les carburants. Bon. Qu'y a-t-il sur cette réalité climatique ou pas, sur ces prétextes vrais ou faux? Le climat, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde depuis la nuit des temps. Les géologues se sont aperçus que les couches sédimentaires, c'est-à-dire tout ce qui se déverse des rivières dans les mers et les océans, prennent des dépôts qui varient en fonction de ce que charrient les rivières ou les glaciers. Quand une rivière charrie des alluvions avec de la végétation, c'est un type de dépôt. Quand la rivière charrie des blocs de glace, c'est un type de dépôt au fond de l'océan. C'est comme ça que les géologues, il y a 300 ans en arrière, se sont aperçus que les couches sédimentaires de tous ces dépôts de rivières étaient cycliques, c'est-à-dire se répétaient au cours du temps. Aujourd'hui, on parle de l'intervention de l'homme, mais il y a 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années en arrière, pourquoi ces couches cycliques? Pourquoi ces couches qui se répètent à l'identique sur plusieurs mètres d'épaisseur? Les géologues en ont conclu que c'était simplement les variations du climat suivant ce qu'il y avait sur le continent, de l'eau, de la glace, de la végétation. Donc ça entraînait un dépôt différent. Et quand ce dépôt se répète à l'identique dans des couches, c'est que le climat terrestre, il varie de manière cyclique, c'est-à-dire que ça se répète au cours du temps. Aujourd'hui, on est une société moderne qui a d'autres moyens. Il y a eu des scientifiques qui ont dit bon, on va faire des carottages au pôle sud, en terre des lits. Et ils en ont conclu avec des carottages sur, je sais plus, 4000 mètres de profondeur de glace, que le climat était effectivement cyclique. Et il remonte comme ça sur 500, 600 000 ans. Ce que les géologues ont découvert, supposé il y a 300 ans en arrière, se confirme avec les carottages qui ont été publiés dans Géo en décembre 2015. Il y a eu d'autres publications, bien sûr, là-dessus. Et en parallèle, on constate que la température sur Terre et le CO2 sont liés en permanence, sont intimement liés. Et pourtant, il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, pour des cycles qui se répètent, l'homme était quasiment inexistant sur Terre. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple sur ces cycles de 100 000 ans, parce qu'il y en a d'autres, que l'homme s'est développé en haut d'un pic de température, on va dire par rapport à la moyenne basse terrestre, de 12 à 15 degrés supérieur à la moyenne. Et ça dure depuis 10-12 000 ans. Et quand on regarde les cycles dans le passé, ils s'étaient déjà produits de la même façon. Donc, ce qui voudrait dire, en définitive, qu'on est bientôt à la fin d'un cycle, s'il se répète. Encore une fois, je dis si c'est répété déjà 4 ou 5 fois, on l'a confirmé par les forages au pôle sud dans la glace. Si ce cycle se répète tous les 100 000 ans, il va forcément se répéter de la même façon dans le cycle qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire on arrive au bout d'un cycle de 10 à 12 000 ans et la température va redescendre de 10 à 15 degrés, pas de 2 ou 3 degrés comme on parle de changement climatique actuel. Et quand on parle de redescendre, c'est redescendre, c'est pas monter. Alors aujourd'hui, comment on peut expliquer
les élévations de température. On peut peut-être supposer aussi que puisque la Terre est dans un pic de température depuis 10 à 12 000 ans, ce réchauffement, forcément, il a des conséquences. Si on chauffe un objet quelconque pendant un certain temps, sa température monte. Si la Terre elle est chauffée pendant 10 à 12 000 ans, à 10 à 12 degrés en dessus de la moyenne, forcément tout ce qu'il y a dessus, y compris la masse de la Terre, va monter de quelques degrés. Alors, on met en cause l'homme, le Soleil qui est le poil de la Terre, qui suivant sa position, suivant l'influence d'autres astres qui font que l'orbite de la Terre autour du Soleil change, on a le poil qui est plus ou moins près de nous. Et ce poil a des conséquences sur tout ce qui est sur Terre. Les périodes où il y a eu de la glaciation, la glace s'est accumulée. La période où la Terre se réchauffe, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de glace dessus. Et le niveau des mers monte. Comment l'homme va réagir face à des événements qui semblent prévisibles, puisqu'ils se sont déjà produits? On sait qu'ils se sont produits, on a les courbes, on a les résultats scientifiques. Comment pourrait-on dire que ça ne se reproduira pas? Donc l'homme s'est développé, en fait, grâce à ce développement de la température. Comme les végétaux, comme les animaux, comme voilà, plus les conditions sur Terre sont favorables, la température est un paramètre important pour le développement de toute la vie, plus les conditions de température sont favorables, plus les arbres poussent, plus les animaux ont à manger. Bon, quand on dit les animaux, l'homme il fait partie des animaux qui consomment ce qu'il y a sur Terre. La plupart des scientifiques pensent simplement que c'est le Soleil qui influe. Et on va leur laisser la parole. Depuis 2 millions d'années, la Terre alterne régulièrement entre périodes glaciaires et périodes interglaciaires. Eh bien, la compréhension de cette alternance, on la doit à l'un des plus importants savants du XXe siècle, Milutin Milankovitch. En fait, ces glaciations et déglaciations sont directement liées à l'ensoleillement de la Terre, à la chaleur qu'elle reçoit, si tu préfères. Eh bien, cette chaleur n'est pas constante et varie en fonction de 3 paramètres astronomiques que l'astronome serbe a découverts. Le premier paramètre, c'est l'obliquité de la Terre. On le sait tous, la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe incliné. Cette inclinaison est d'ailleurs responsable des saisons. Quand la Terre se présente de cette manière face au Soleil, vous le voyez, les rayons du Soleil sont beaucoup plus concentrés dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. 6 mois plus tard, c'est l'inverse. Les rayons du Soleil sont plus concentrés dans l'hémisphère sud, où c'est l'été, que dans l'hémisphère nord, où c'est l'hiver. Seulement, l'inclinaison varie, cycliquement, tous les 41 000 ans. Actuellement, elle est de 23,26 degrés, mais depuis 1 million d'années, elle a varié entre 21,9 degrés et 24,5 degrés. Vous l'aurez compris, plus l'axe est incliné, plus les saisons sont contrastées et inversement. Le second paramètre, c'est l'excentricité. On le sait aussi, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un peu plus. Seulement, la trajectoire qu'elle emprunte oscille tous les 100 000 ans entre un cercle presque parfait et une ellipse. En fonction de ces variations, vous le voyez, la Terre est donc plus ou moins proche du Soleil. Elle reçoit donc plus ou moins de chaleur. Et le troisième paramètre? C'est la précession des équinoxes. En plus de tourner sur elle-même, la Terre tourne à la façon d'une toupie. La direction de l'axe de la toupie varie et décrit un cercle. Eh bien, c'est pareil pour la Terre. L'axe de rotation terrestre décrit un cercle en 23 000 ans. À cause de cette précession, les saisons ne se passent pas au même endroit sur l'orbite. Il y a 11 000 ans, l'été dans l'hémisphère nord se produisait quand la Terre était au plus proche du Soleil. C'était donc des étés très chauds.
Avec la précession, il se passe désormais quand la Terre est au plus loin du Soleil. Les étés dans l'hémisphère nord sont donc plus frais qu'il y a 11 000 ans. C'est la combinaison de ces trois paramètres orbitaux, l'obliquité, l'excentricité et la précession, qui influencent le climat de la Terre. La Terre cumule par exemple un axe de rotation peu incliné, une orbite faiblement elliptique et avec des étés qui se produisent loin du Soleil par exemple, des étés donc frais. La glace accumulée en hiver ne fondra pas pendant l'été. Cela favorisera une entrée en phase de glaciation. Depuis 2 millions d'années, c'est donc au rythme de ces paramètres orbitaux que la Terre alterne entre des cycles glaciaires d'environ 100 000 ans et des cycles interglaciaires plus chauds et plus courts d'environ 10 000 ans. L'homme s'est développé, en fait, grâce à ce développement de la température. Et on se développera jusqu'où? La question, elle est là. Jusqu'aux limites. Donc, il y en a d'autres qui ont parlé de ces sujets-là. Certains économistes comprennent que la finance ne va pas s'arrêter au développement de la Terre. L'industrie du fret maritime a toujours consommé ce produit résiduel. Et pendant de nombreuses années, c'est passé inaperçu. Mais il y a environ 10 ans, quelques scientifiques ont commencé à étudier les effets de la consommation de ce carburant, particulièrement dans les régions littorales. Et ils ont découvert que ce fuel résiduel avait une très forte teneur en soufre, en particules, et que sa combustion générait environ 3000 à 3500 ppm de soufre. Alors ils ont commencé à faire des comparaisons entre les voitures et ces bateaux. Et ces calculs révèlent qu'un bateau émet la même quantité de soufre qu'environ 50 millions de voitures. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus grands navires polluent à eux seuls, plus que toutes les voitures de la planète. Et ce n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les océans du globe à longueur d'année et dispersent leur poussière de soufre dans l'atmosphère. Ces particules fines sont produites à une taille telle et dans une quantité si élevée qu'elles pénètrent facilement dans nos poumons. Non seulement nous pouvons les inhaler facilement, mais elles peuvent aussi pénétrer profondément dans nos poumons et s'y déposer. Alors que le secteur automobile est en permanence pointé du doigt en matière de pollution, le transport maritime échappe à la critique et brûle le carburant le plus sale du monde. Quand on voit cette vidéo sur l'utilisation des carburants, on comprend la réaction des gilets jaunes sur les abus de taxes, sur les automobilistes. Entre le système économique dans lequel nous nous insérons et l'énergie. Vous savez, quand on parle d'énergie aux gens, ils vont comprendre facture d'électricité, facture de gaz. Un certain nombre d'entre eux vont comprendre plein de ma voiture. L'énergie, c'est par définition la marque du changement d'état d'un système. Ça veut dire que quand le monde physique autour de nous change, quel que soit le changement, il y a de l'énergie qui est intervenue. Alors, dans les actes de la vie courante, un certain nombre de choses sont faciles à visualiser et sont faciles à associer à de l'énergie. Quand vous avez par exemple un changement de température quelque part, il y a de l'énergie qui intervient, que ce soit pour réchauffer ou pour refroidir. Quand vous avez un changement de vitesse d'un objet, typiquement une voiture qui se met en mouvement, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand vous avez un changement de forme, chose qui se passe dans n'importe quelle usine qui travaille de la matière, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand vous avez une composition chimique qui change, ce qui arrive aussi dans un certain nombre d'usines ou dans votre estomac et dans votre propre corps, vous avez de l'énergie qui intervient. Ça, c'est un peu plus compliqué quand vous avez un corps qui se déplace dans un champ, typiquement vous, dans le champ gravitationnel, il y a de l'énergie qui intervient. Vous savez que monter sur une montagne, c'est dur, parce qu'il faut fournir de l'énergie pour lutter contre la gravitation. Quand vous avez une composition atomique qui change, vous avez de l'énergie qui intervient. C'est grâce à ça que le Soleil nous envoie du rayonnement. Et enfin,
quand de la matière et du rayonnement interagissent, vous avez de l'énergie qui intervient. Alors une version plus utilitaire et plus quotidienne de ça, c'est le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes envoie du rayonnement sur quelque chose et transfère l'énergie et ça chauffe. Donc l'énergie, c'est par définition le changement du monde qui nous entoure. Un système productif, c'est un système de transformation. Notre monde économique est un monde de transformation. Et donc, dès que vous avez une production quelque part, vous avez de l'énergie. Le système économique dépend de l'énergie en volume, dépend de l'existence même de l'énergie. Un petit calcul d'ordre de grandeur, pour vous montrer à quel point aujourd'hui nous sommes devenus des nababs grâce à l'énergie au regard de ce qu'était la condition des hommes des temps, pas si anciens que ça du reste. Alors je prends mon touriste des temps anciens, je lui colle un petit sac à dos et je dis que si mon touriste qui pèse 100 kg avec son sac à dos monte sur une montagne qui fait 2000 mètres de dénivelé, eh bien en faisant ça, avec ses jambes, avec les bras c'est plus dur, mon touriste des temps anciens aura fourni une énergie mécanique qui est d'un demi-kilowattheure. Alors pour tous ceux d'entre vous qui ont vu le nombre de kilowattheures sur une facture d'électricité ou de gaz, sinon je vous invite à le faire, là vous faites ce genre d'effort sur une journée, un ridicule demi-kilowattheure. Admettons que je sois intéressé par des gens juste pour le travail mécanique qu'ils sont capables de me fournir. Eh bien, quelqu'un qui fait fonctionner ses jambes toute la journée, un jour sur deux ou un jour sur trois, eh bien, je vais obtenir de l'ordre de 100 kWh d'énergie mécanique. Donc, je fais travailler mes jambes très très dur, une année, en poussant sur les jambes, 100 kWh d'énergie. Le même raisonnement vous amène au fait que si j'utilise des bras, et plutôt ceux de Schwarzenegger que les miens, sur une année, là je ne vais pas récupérer 100 kWh, je vais plutôt en récupérer 10. 10 ridicules kilowattheures. Maintenant je prends un litre d'essence. Dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie quand vous le faites brûler. Et quand vous faites passer ça dans un moteur, qui n'a jamais un rendement de 100%, vous récupérez à l'arrivée 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. 2 à 4. Ce qui veut dire que dans un litre d'essence, vous avez la même capacité à transformer l'environnement une fois que c'est passé dans un moteur que dans 10 jours de travail de force de quelqu'un qui utilise ses jambes, ou 100 jours de travail de force de quelqu'un qui utilise ses bras. 1 litre d'essence, 10 ouvriers qui utilisent leurs jambes une journée, 100 ouvriers qui utilisent leurs bras une journée. La formidable hausse de la productivité du travail, c'est essentiellement une affaire de mise à disposition de stocks fabuleux d'énergie qui sont gratuits, puisque les combustibles fossiles ont été formés gratuitement au cours de l'évolution des temps, sans que qui que ce soit dans cette salle ne paye le moins de centimes. J'ai des esclaves. Alors l'esclave, vous savez, la définition de l'esclave, c'est qu'on ne le paye pas, c'est ça la définition de l'esclave. Cela étant, nous sommes dans une société méchante, donc il faut l'acheter et il faut l'empêcher de mourir, donc ça vous coûte le fait de le nourrir, de l'empêcher de mourir de froid, de chaud, etc. Eh bien, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que même ça, ça va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que le travail de la machine. Par ailleurs, quand vous voyez la différence de prix entre le travail et l'énergie, vous vous rendez compte que n'importe quelle dépense d'énergie qui remplace n'importe quelle quantité de travail est une bonne affaire. D'où mécanisation, mondialisation, automatisation, etc. Tout ça, c'est de la rationalité économique de base, dans le monde dans lequel nous vivons. Et vous voyez qu'en 6 générations, on est passé d'à peu près 1500 kWh par personne et par an, en moyenne mondiale, à peu près 20 000. Vous voyez que les énergies s'empilent les unes sur les autres. Et ces énergies renouvelables qui excitent tant les journalistes français, c'est le petit truc bleu là que vous avez tout en haut de la courbe. Le charbon est une énergie du présent, pas du tout du passé, parce que ça sert à faire de l'électricité. C'est la première source, c'est la première énergie utilisée pour produire de l'électricité dans le monde. Le pétrole, qui est l'énergie reine des transports par excellence, est dû se rajouter par-dessus, etc. Alors, je vais vous enquiquiner avec un petit chiffre. Pendant un siècle, chaque terrien a disposé chaque année d'environ 2% d'énergie en plus que l'année précédente, pendant un siècle, ce qui veut dire que toute chose égale par ailleurs, chaque terrien était capable de transformer son environnement et donc de produire des fourchettes, des tables, des couteaux, etc., 2% de plus que l'année précédente. Toute chose égale par ailleurs, sans même parler de progrès technique. Depuis les chocs pétroliers, ça s'est considérablement tassé. En fait, les chocs pétroliers ont marqué une rupture de pente extrêmement forte sur l'approvisionnement énergétique par personne. Et ces deux-là, j'aurai malheureusement pas le temps de développer aujourd'hui, que sont venus, à mon avis, l'essentiel des problèmes économiques que nous connaissons aujourd'hui et qui datent de cette époque-là, le début du chômage, le début de l'endettement, le début du ralentissement de la hausse de la productivité du travail, etc. Si nous n'avions pas les combustibles fossiles, donc si tout le confort moderne était procuré par des gens utilisant leurs jambes et leurs bras, eh bien un terrien devrait avoir l'équivalent de 200 esclaves à sa disposition en permanence pour vivre de la même manière, et en France, on est plutôt à 600.
La France, on vous l'a dit tout à l'heure, utilise du nucléaire. Certes, elle utilise surtout autre chose. Vous avez ici la décomposition par type d'énergie et par usage en France. Et tout ce que je viens de cercler en bleu provient des combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole et gaz pour l'essentiel, un tout petit peu de charbon dans ce pays. Notre pays est avant tout un pays fossile, enfin, au sens des combustibles. Le nucléaire est un élément très important du paysage énergétique français. Il n'empêche que c'est très loin d'être le seul. Et quand on regarde l'électricité, soit dit en passant, ce n'est pas le chauffage qui domine, et en plus l'usage de l'électricité pour le chauffage est un truc à peu près stable depuis 30 ans. Ce qui domine, c'est tout le reste. Pas un objet que vous allez voir aujourd'hui, ni durant toute votre vie, ne va être autre chose que des ressources naturelles transformées par notre activité. Le travail, dont je vous rappelle que c'est une des expressions de l'énergie en physique, à nouveau, eh bien, pour 1, il est fourni par nos muscles, la transformation, et pour 200, par l'énergie mangée par les machines. Un ouvrier qui pilote un laminoir, vous savez, un laminoir, un gros machin là, qui écrase des brames d'acier, eh bien, le rapport entre la puissance du laminoir et la puissance de ses muscles, c'est 1 à 1 million. Encore un exemple. Ici, vous avez en rouge la variation de la production mondiale de pétrole d'une année sur l'autre. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne en moyenne mondiale. Et regardez bien ce qui s'est passé sur les 2 derniers épisodes. Là et là. Le pétrole varie avant le PIB. Dit autrement, ça n'accrédite pas l'hypothèse qui est on consomme moins de pétrole parce que c'est la crise. Chronologiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez d'abord moins de pétrole et ensuite c'est la crise. Donc si je résume ce que je viens de dire, Mère Nature a fourni, grâce à quelques centaines de millions d'années d'évolution des combustibles fossiles, gratuits. Ces combustibles gratuits brûlent, ça nous a donné les moteurs et la chimie qui nous ont donné la totalité de ce qui nous entoure. Et la totalité de ce qui nous entoure a permis de structurer le monde tel que nous le connaissons. Grâce à la productivité du travail agricole, vous êtes assis dans cette salle à devoir vous farcir ce que je vous raconte, au lieu d'être occupé à faire pousser des patates, parce que la productivité de la culture des patates est devenue telle que vous avez le temps de faire des études longues, des emplois de bureau, des retraites, etc. Donc le monde que nous avons bâti, et tous les pays industrialisés vivent de la même manière, parce que l'énergie a structuré les flux physiques chez ces gens-là de la même manière partout. Partout, on a concentré des gens dans les villes, on a fait des emplois de bureau, on a étalé les banlieues, les gens roulent en voiture, partout. Parce que partout, il y a de l'énergie. Alors, il y a 2 questions qui se posent à partir de là. La première, c'est combien de temps est-ce que je peux continuer à tirer de manière croissante des combustibles fossiles du sol? Je vais vous donner 3 indications là-dessus. Deuxième question, qui est le pendant aval de la même question. Combien de temps est-ce que je peux rajouter dans l'atmosphère une espèce chimique qui s'appelle le CO2, qui reste, parce qu'elle est chimiquement très stable, donc elle ne s'en va pas vite une fois qu'elle est dans l'atmosphère, et qui a la particularité d'être opaque aux infrarouges terrestres, et qui engendre donc ce qu'on a coutume d'appeler le changement climatique. C'est la question amont et la question aval d'un même processus, qui est celui qui pilote le PIB. Alors, quand je vous dis ça, vous comprenez évidemment que limiter volontairement les émissions de CO2, toutes choses égales par ailleurs, c'est limiter volontairement le pouvoir d'achat, ça pose des problèmes d'implémentation qui ne sont pas simples. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il va diminuer de toute façon. En fait, les mathématiques vous imposent, ça se démontre, qu'en pareil cas, vos dépenses vont partir de 0, terminer à 0 et passer par un maximum. C'est exactement pareil pour le pétrole. Les mathématiques imposent que l'extraction de pétrole de terre part de 0. C'est facile, hein, il y a 3000 ans, on n'en extrayait pas. Un jour, ça sera 0, au plus tard quand il n'y aura plus d'hommes. Et il va y avoir un maximum entre les deux. Et la bonne question, c'est quand, comment, à quel niveau. Donc nous aurons un truc qui va s'appeler le pic. Voilà, c'est pas un truc idéologique fumeux, c'est juste un théorème de maths. Si je regarde le pétrole, voilà d'où nous venons, voilà où nous allons, et nous sommes ici. Donc vous voyez, le maximum mondial, il était peut-être la semaine dernière, il sera peut-être dans 3 ans, et enfin bon, bref. En gros, on y est. En tout cas, on y est vraiment au sens de déplacer les systèmes de transport, parce que le pétrole, c'est essentiellement les systèmes de transport, l'urbanisme, les organisations industrielles et les métiers qui vont avec, c'est un truc qui prend plus d'une semaine. Donc que le pic soit il y a 5 ans ou qu'il soit dans 10 ans, le problème se pose exactement de la même manière. Alors parlons des Français et parlons de l'Europe. Vous avez ici l'approvisionnement pétrolier de l'Europe depuis 1965. Une bonne nouvelle pour vous, pour l'Europe, le pic il est passé. Le voilà. Vous avez en rose la production de la mer du Nord, en vert nos importations, qui aujourd'hui représentent les 3/4. J'ai mis la Norvège là-dedans. L'Europe a perdu 15% de son pétrole depuis 2006. Ce n'est pas parce qu'on est sage, c'est parce qu'il y en a de moins en moins. D'accord ?
Et la récession qu'on connaît depuis 2007 est, avec ce que je vous ai dit avant, une conséquence parfaitement logique de ce que nous avons vécu depuis 2006 sur le pétrole. Et voilà quel est le potentiel du gaz dit de schiste en France et en Pologne cumulé. Tout ça est une affaire de chiffres. Hein. Donc c'est un non-débat, le gaz de schiste. Ce n'est pas un débat, c'est un non-débat. Epsilon, ça ne change à peu près rien aux conditions de marché et de volume du gaz en Europe. Et par ailleurs, ça supposerait de faire ça. Personnellement, je pense que la presse s'est focalisée sur deux sujets qui n'en sont pas. La fracturation, c'est un faux problème. Les poutres de perlimpinpin et le pec-vaisselle qu'on met sous terre, c'est un faux problème. Par contre, ça, c'est un vrai problème. Enfin, nous avons du charbon sur Terre, et le charbon, c'est essentiellement dû aux Chinois pour l'augmentation récente. Cela étant, les Chinois, c'est aussi vous. À chaque fois que vous achetez un truc made in China, vous achetez un truc made in charbon. Et donc, le PIB par personne, me dit ma petite règle de 3, je dois observer que pendant les 30 glorieuses, il croissait d'un peu plus de 3% par an, et depuis les chocs pétroliers, d'un peu plus de 1. Voilà ce que ça donne dans le monde. Vous avez bien les 30 glorieuses où ça croît de 3% par an. C'est la barre rouge qui est importante, c'est la moyenne par décennie. Et pour ce qu'on a appelé parfois les 30 piteuses, c'est-à-dire les 30 ans qui ont suivi le choc pétrolier, on est bien à 1% par an. Nous sommes importateurs massifs. Alors voilà ce que donne la facture énergétique de l'Union européenne, multipliée par 6 en l'espace de 10 ans. Voilà un autre truc qui peut vous faire réfléchir. Depuis 1993, l'augmentation de ce qu'on appelle la dette souveraine, c'est-à-dire l'endettement de l'État, est à peu près égale à la quantité d'argent qu'on a déboursé sur le même laps de temps pour s'acheter du pétrole et du gaz. D'accord ? Alors nous, on est des branquignoles, chacun le sait, on tient mal nos comptes, etc. Donc on va voir des gens sérieux, les Allemands, et vous voyez que c'est très différent chez eux. Donc c'est un problème structurel. Ce que je suis en train d'évoquer est vraiment un problème structurel. 3 mots sur le changement climatique pour finir. Vous avez ici quelque chose qui ressemble à ce que serait l'Europe s'il n'y avait pas d'hommes. Ça représente les écosystèmes qui seraient là si on n'avait pas défriché pour faire de l'agriculture, occuper l'espace pour faire des routes, des ponts, des villes, etc. Qu'est-ce qu'il y aurait en Europe? Essentiellement de la forêt. Ça veut dire que les conditions de température et surtout de pluviométrie sont suffisamment clémentes pour que nous ayons des forêts, c'est-à-dire des écosystèmes abondants, on va dire. Voilà l'Europe de la dernière ère glaciaire. Il y a 20 000 ans, nous sommes au dernier maximum glaciaire, la Terre est beaucoup plus froide, il y a des mammouths partout, vous savez, ceux à poil laineux. Vous avez une énorme calotte de glace qui est posée sur la Scandinavie, la même chose posée sur le Canada. Cette glace a pris tellement d'eau dans l'océan pour se former que le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres, donc Le Havre n'est pas une cité portuaire, et on peut aller mettre la pâtée aux Gallois au rugby à pied. Donc c'est un monde assez différent, et vous voyez qu'à ce moment-là, il fait froid, donc il fait plus sec. Et l'écosystème installé sur l'Europe, c'est essentiellement un écosystème de type nord-sibérien, c'est de la steppe et de la toundra, c'est sec, c'est froid, c'est pas agréable, et il ne pousse pas grand-chose. Eh bien, la différence de température planétaire entre ces deux paysages, c'est 5 degrés. Donc, quand la Terre est sortie de la dernière ère glaciaire pour venir dans l'ère que nous connaissons, la planète s'est réchauffée de 5, pas 50, 5 degrés en quelques milliers d'années. Regardez le résultat que ça a produit. Alors, celui-là s'est produit à notre avantage. Et puis, il s'est produit sur un monde où on était 5 millions de bons hommes, nomades, 20 ans d'espérance de vie à la naissance. Le même genre de transition s'appliquant en un siècle ou deux à 7 milliards de bipèdes sédentaires. Sédentaires. Vous avez vos infrastructures, vos écoles, vos habitudes, vos champs, etc. Vous n'allez pas partir avec ça sur le dos pour aller vous installer chez le voisin qui en plus ne sera pas d'accord. Il est évident que ce genre de transition dans un monde de 7 milliards d'hommes sédentaires se terminera par tout sauf la joie et la bonne humeur. Ça sera un monde violent et chaotique. Violent et chaotique. Donc quand le GIEC, qui va publier son 5e rapport d'évaluation dans très exactement 3 jours, va vous dire on risque quelques degrés, en gros, moi je vous le traduis avec le langage de tous les jours, on risque la guerre. Voilà ce qu'on risque. Mais pas avec les gens du Bangladesh ou les... Non, avec nos voisins, entre nous-mêmes. Parce que la compétition pour les ressources deviendra trop forte pour que la démocratie y résiste. Faire du fric, on fera du fric jusqu'au bout. Quitte à nuire à l'homme, peut-être à son avenir, et on ne sait pas son avenir dans quel climat, peut-être certains savent. Beaucoup de questions se posent. Certains savent-ils
l'avenir du climat. Quand je dis l'avenir, c'est ces baisses de 10 à 15 degrés de température. Des scientifiques, des grandes fortunes, des politiques, savent-ils? Cacherait-il quelque chose à la population? Cacherait-il la vérité? La vérité sur un refroidissement? À quelle échéance? 20 ans, 100 ans, 1000 ans? Ça s'est déjà produit. Donc on sait que ça va se reproduire. Dans ces conditions, il n'y aurait plus que l'équateur terrestre qui serait vivable, avec les deux hémisphères complètement gelés. C'est quand même surprenant. Ces annonces de réduction drastique de la population mondiale par des hauts responsables. Écoutez. Et qu'en fait, ils sont capables de nous empoisonner pour le profit. Puis je suis en liaison avec beaucoup de lanceurs d'alerte un peu partout. C'est-à-dire que quand on met bout à bout toutes les choses qui sont contre notre bien-être, contre notre liberté d'expression, on est obligé de se dire il y a autre chose, quoi. Il se passe autre chose dans ce monde. C'est John Lee Hooker qui était l'ancien patron du FBI. Qui disait « L'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. » C'est vrai, et vous allez voir au fur et à mesure du déroulement, et en fait, il ne se cache même pas, c'est juste parce que on ne regarde pas les preuves, on écoute ce qu'on nous dit à la télé, mais on ne regarde pas vraiment ce qu'il y a derrière. Dès qu'on y va, ça fait très très mal. Par exemple, il y a des pierres qui s'appellent les Georgia Guidestones, qui ont été élevés aux États-Unis il y a quelques années. Ce 6 blocs de granit sur lequel il y a écrit en plusieurs langues, à peu près toutes les langues mondiales, pas en français, on ne sait pas pourquoi. Et ça a été financé, on ne sait pas trop par qui, par des montages bancaires, etc. Et il y a juste une stèle devant qui dit a été financée par la Société du Nouveau Monde. Donc quand on enquête, personne n'a pu retrouver qui était la Société du Nouveau Monde. Par contre, c'est vraiment 10 commandements qui sont vraiment dignes d'un régime dictatorial. C'est-à-dire il y a la limitation de l'humanité à 500 millions d'individus, l'unification du genre humain, et c'est un tribunal mondial. Il demande l'appel à un tribunal mondial, enfin que des trucs qui ne sont pas vraiment ce qu'on nous dit dans les médias normaux, quoi. On n'en sait rien. Ou pire, peut-être pour nous éliminer, quoi, en grande partie, puisque leur but, c'est qu'on ne soit plus que 500 millions. The equation on CO2 is actually on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.
Donc il admet bien que il dit il y a 6,8 milliards de gens sur la Terre, bientôt 9 milliards. Maintenant, si on fait vraiment un super boulot avec les nouveaux vaccins, les services de santé reproductive, on pourrait réduire ces chiffres de 10 à 15%. C'est quand même pas moi la complotiste, hein. Je pense que d'une part, ils veulent éradiquer une grande partie de l'humanité, rendre les survivants stériles et ensuite fabriquer avec le transhumanisme et toute leur recherche, parce que quand on regarde bien, l'argent de la recherche ne va pas à développer ce qui pourrait soigner les maladies dont on souffre, ça va à ce qui les intéresse eux, quoi. Donc je pense qu'après avoir rendu les gens qui restent stériles, ils veulent fabriquer des esclaves qui leur vont à eux, qui vont être pointus dans les domaines qui les intéressent, dans chaque domaine qui les intéresse. Et voilà, quoi. Donc si vous n'êtes pas convaincus qu'ils sont eugénistes, je vais vous passer quelques phrases. Bon, ça c'est le gentil. Ted Turner, que tout le monde connaît, fondateur de CNN, une population mondiale totale comprise entre 250 et 300 millions de personnes, soit une baisse de 95% par rapport au niveau actuel, serait idéal. Il a 5 enfants, lui, quand même. David Brower, qui est le premier directeur du Sierra Club, qui est un think tank aussi. La grossesse devrait être un crime punissable contre la société, à moins que les parents aient une licence du gouvernement. Tous les parents potentiels devraient être tenus d'utiliser des contraceptifs chimiques et des antidotes seraient donnés par le gouvernement aux citoyens choisis pour procréer. Ça, c'est extraordinaire pour des gens de mon âge qui ont grandi où on nous a dit le planning familial, ouais, c'est génial. Margaret Sanger, fondatrice du planning familial, la chose la plus miséricordieuse qu'une grande famille peut faire pour un de ses enfants est de le tuer. Ça, c'est 2 chercheurs de l'université de Melbourne, dont c'est elle, Francesca Minerva, qui a écrit « Nous croyons que lorsque des situations similaires à celles justifiant l'avortement se produisent après la naissance, on devrait être autorisé à ce que nous appelons l'avortement post-natal. Donc, dire que le meurtre d'un nouveau-né peut être éthiquement acceptable dans les circonstances telles que celles d'un avortement. Ces circonstances comprennent, outre les handicaps, les cas où le nouveau-né a le potentiel d'avoir une vie décente, mais le bien-être de la famille est en danger. » Alors elle, il faut aussi aller voir sa tête, parce qu'elle est extraordinaire. Elle a un sourire éclatant, elle est super jolie, et elle ne comprend pas pourquoi elle a reçu des menaces de mort, en disant « mais ça aurait jamais dû sortir, c'était un communiqué entre scientifiques, quoi. » Des réductions drastiques de la population annoncées. On pourrait peut-être même dire planifiées. On comprend que la Terre, avec le temps, les millénaires bien sûr, recyclera tout. Tout son sous-sol, tout ce qui est dessus. L'avenir de la Terre ne dépend pas vraiment de l'homme, mais suivant le comportement de l'homme, c'est l'avenir de l'homme qui peut être remis en cause plus rapidement que ne le feraient les astres.